Madame, Monsieur, bienvenue dans ce numéro de l'invité. Nous allons parler de l'Église dans la diaspora congolaise. Le Congolais, vous le savez, est resté très religieux, même en dehors de son pays. Il est soit catholique, soit protestant, soit même évangélique. Alors quel rôle a-t-il joué jusqu'à présent cette église en dehors de notre pays? On en parle avec quelqu'un qui connaît bien la matière parce que ça fait beaucoup d'années qu'il œuvre en tant que pasteur. Le bishop Mathieu Gagnon, c'est mon invité dans ce numéro. Bonjour et bienvenue à vous, homme de Dieu, comme on l'appelle ici à Kinshasa. Bonjour. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Kinshasa pour un long petit séjour, vous allez nous le dire en tout cas. Alors, nous, on sait que vous êtes bishop. On vous appelle bishop Mathieu, mais de votre vrai nom, vous êtes monsieur Mathieu Ti Yombo. Ça fait beaucoup d'années que vous évoluez dans l'église. Vous êtes en même temps aussi chercheur. Vous avez quelques diplômes en théologie de la santé. Alors, ma première question, l'église au Congo est un tout petit peu vilipendée. Chaque année, l'église perd un tout petit peu de son image. Est-ce qu'en Europe, c'est les mêmes imaginaires qu'on a de l'église? Bon, l'Europe, vous devez savoir qu'avec la sécularisation de la société, avec l'Église européenne n'est pas très visible. Et aussi, même l'Église catholique européenne a connu beaucoup de difficultés à cause, elle a été taxée avec tout ce qu'il y a eu comme scandale. Mais c'est pas comme au Congo. Moi, au contraire, je dirais que l'Église congolaise, elle a joué un grand rôle depuis le début de notre pays, qui a commencé par le cardinal Maloula, avec les autres acteurs jusqu'à aujourd'hui. L'Église est toujours au centre de la vie sociale de notre pays. Il est vrai que quand on parle d'Église dans l'ancien temps, c'était plus l'Église catholique qui était politisée dans les grandes rencontres, conférences nationales souveraines. L'Église était là en tant que médiatrice. Mais maintenant, je parle de l'Église dans l'ensemble avec les églises évangéliques. Exactement. Alors l'imaginaire a un tout petit peu changé. Il y a une connotation péjorative un tout petit peu. Est-ce que l'Église, je parle de l'Église évangélique dans laquelle vous évoluez, est-elle bien perçue par le Congolais en dehors de son pays? Moi, je pense que d'un côté, elle doit être bien perçue. Je pense que l'Église évangélique, moi je parle de l'Église d'une manière générale. Oui, j'avais compris. D'abord, en tant que théologien, oui. Depuis que je suis arrivé ici, je suis moi-même issu des églises, des assemblées de Dieu. Ouais. Je collabore beaucoup plus avec les églises du réveil, même avec les églises catholiques. Par exemple, en Europe, on organise beaucoup, surtout à Lausanne, des manifestations, des cultes d'ailleurs écuméniques pour tout ce qui concerne le Congo. Que ce soit lorsque nous étions dans les mouvements de combat, que ce soit lorsqu'il y avait des activités à caractère social, l'Église est unie. Mais je sais qu'aussi au Congo, à cause de la difficulté de tout ce qui a évolué socialement et politiquement, parce que le Congo a une petite difficulté. Donc la crise qui peut être politique, qui peut être sociale, elle va se répercuter sur l'Église. Question d'organisation, question aussi de la manière dont l'État lui-même accorde aussi le pouvoir à l'Église. Alors vous avez parlé de l'Église actuellement en Europe, en Suisse où vous êtes, elle est un tout petit peu régressée. En tout cas, vous avez parlé de la sécularisation, etc. Vous en tant que bishop, qu'est-ce que vous faites exactement, votre travail? Mon travail en tant que bishop, d'abord je suis pasteur des pasteurs, je suis un certain nombre de pasteurs, mais aussi je vous ai dit que je suis président de la pastorale congolaise d'Europe en Suisse. Plutôt de pastorale congolaise de Suisse. Oui. Et puis, outre cela... Vous êtes vice-président de la pastorale congolaise d'Europe. Oui. Donc, notre rôle d'abord en Suisse, c'est que l'Église doit être unie. Nous avons travaillé pendant longtemps. Les églises en Europe, dans la diaspora, étaient des églises qui fonctionnaient d'une manière plus ou moins désordonnée. Depuis quelques années, je pense que les pasteurs sont instruits, se sont formés de la même manière que les prêtres. Et nous pensons que c'est important, n'est-ce pas, que l'Église soit unie, d'abord en tant que Congolais. Parce que nous avions des problématiques qui étaient propres à notre pays, à la crise qui se passait dans notre pays. L'Église donc s'est unie, elle a bien accompagné, n'est-ce pas, l'évolution de la société congolaise en Europe. Donc en tant que président, mon rôle c'est de conduire, de diriger les activités qui concernent la pastorale, la formation des pasteurs, l'encouragement, l'auto-formation, toutes les activités que nous avons en tant qu'Église en Suisse. Donc vous êtes bishop, encadreur ou pasteur
des pasteurs, mais vous vous revendiquez aussi en tant qu'acteur social, en ce sens que vous aidez la communauté congolaise à évoluer. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement en tant qu'acteur social? Si vous arrivez d'abord en Suisse, vous posez la question sur le bishop Mathieu Gagna. Je pense que dans les milieux congolais comme dans d'autres milieux, parce qu'on n'évolue pas que en ghetto, mais vous aurez rapidement une référence sur ma personne. Donc, lorsque vous savez, l'église dans la diaspora ne joue pas que les rôles de l'église. Juste prêcher la bonne nouvelle. L'église dans la diaspora fait partie, n'est-ce pas, ils sont comme des assistants sociaux. Ils encadrent dans l'intégration dans la société. Nous encadrons les personnes en ce qui concerne les deuils. Même aussi les politiciens qui arrivent lorsqu'il y a des manifestations, surtout pendant la longue période de ce qu'on a appelé Troisième République. Donc nous devions être présents. Parce que vous connaissez la difficulté du Congolais. Bien souvent, le Congolais est important ou bien très qualifié, très performant d'une manière individuelle. Mais lorsque vous mettez les Congolais ensemble, bien souvent, ils sont divisés. D'ailleurs, on le remarque même ici, même pendant la guerre, vous sentez quand même qu'il y a des personnalités politiques ou sociales qui sont tantôt pour le président, contre le président, alors que nous devons être réunis pour défendre l'intégrité de notre pays. Donc, le rôle de l'Église dans la diaspora est important parce que ce sont les seules organisations qui sont stables dans la diaspora. Qu'elles soient catholiques, que ce soit nos églises évangéliques. D'ailleurs, en tout cas en Suisse, nous collaborons beaucoup plus, mais nous devions travailler pour garder le peuple uni malgré cette crise. Voilà un peu une manière globale ce que je pourrais vous dire. Alors donc l'Église, elle a la chance d'être stable, mais de l'autre côté, vous recevez toutes sortes de Congolais. Il y en a qui fuient la guerre, il y en a qui fuient la misère, il y en a qui viennent pour les études, il y a les exilés politiques aussi, entre guillemets. Donc l'Église a les mains ouvertes pour accueillir tout ce monde-là, mais la difficulté, c'est que quand vous rassemblez les Congolais, ils se divisent facilement. Je ne dis pas qu'ils se divisent facilement, mais je dis que parmi les organisations congolaises dans la diaspora, les organisations les plus stables, ce sont les églises. Parce que, quelles que soient les organisations, lorsqu'il y a des conflits, ils doivent se référer aux hommes de Dieu et aussi à l'Église. L'Église est le seul référentiel qui peut durer malgré les circonstances. L'Église était, je prends l'exemple du mouvement combattant, de la lutte pour le changement ici dans ce pays. Donc l'Église était avant cela. L'Église a accompagné la population, n'est-ce pas, les Congolais pendant cette période. Et même lorsqu'il y a eu les changements aussi, l'Église continue à faire son travail. En réalité, elle ne fait que son rôle. Son rôle, vous entendez généralement les catholiques dire que l'Église a le rôle prophétique. C'est-à-dire que l'Église doit dire un mot sur la société. Elle doit dire ainsi dit l'Éternel sur la société. D'où, si la société dérape, c'est le rôle de l'Église de la remettre, n'est-ce pas, sur le bon chemin. Donc, c'est la seule organisation, à mon avis, qui peut rester stable. Mais la plupart de nos organisations, de quartiers, de communes telles, de tribus telles, généralement, elles finissent par se dissoudre ou bien s'essouffler. Alors, les Congolais qui arrivent, qui sont acceptés par l'Église de manière générale, finalement, il s'est développé une forme de combattant. Vous avez évoqué ça tout à l'heure. Alors, il y a eu des combattants qui avaient des revendications nobles, mais il y en a qui étaient assez virulents, brutaux. Est-ce que l'Église avait quel rôle dans ça? L'Église amenait les gens à former l'opinion négativement par rapport à la politique intérieure au Congo? Ou c'est quoi le rôle que vous avez joué pendant ce temps-là, quand on voyait des combattants virulents, des gens qui s'attaquaient aux politiciens quand ils se rendaient en Europe? Nous avons bien accompagné, mais nous étions même aussi au front. Il faut dire que peut-être que vous considérez ça ici comme une petite chose, mais vu de l'extérieur, nous connaissons la vraie situation du Congo. Il y a des choses que vous connaissez ici, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici parce que si tout régime politique doit se protéger, doit, n'est-ce pas, dire ne fût-ce que son bien. Mais étant à l'extérieur, nous avons un autre regard de loin. Je pense que si je regarde une émission de Télé 50, merci de m'accueillir, je suis la seule personne qui puisse dire depuis l'extérieur, voilà, telle chose est bonne, telle chose est mauvaise. Et la diaspora est dans cette condition-là. À partir d'un certain moment, nous avons vu qu'il n'y avait plus de changement, que le pouvoir ne voulait plus changer. Donc, cette violence-là, elle était voulue par la diaspora.
Elle n'était pas peut-être volontaire, mais certains ont été entraînés là-dedans. Parce que nous avons vu que bien souvent les politiciens, lorsqu'ils viennent dans la diaspora, le seul moyen pour eux, c'est soit de corrompre les gens, soit de trafiquer, soit d'influencer d'une manière ou d'une autre. Mais la diaspora voulait un changement intégral, politique et social dans le pays Congo. C'est ainsi qu'ils ont développé une sorte de résistance, n'est-ce pas, qui était malheureusement à certains égards violent et parfois très violent vis-à-vis de certains acteurs. Nous n'avons pas applaudi, mais je veux dire que... Vous avez encadré par là. Non, l'encadrement n'était pas dans la violence, mais vous savez, chaque personne a sa manière de s'exprimer. Il y avait des gens qui considéraient que lorsqu'ils faisaient cette violence-là, c'était bien, c'était le seul mouvement. Vous savez, je peux vous dire qu'à un certain moment, un jour nous passions je crois que je devais voyager, j'étais à l'aéroport de Bruxelles, nous avons vu un acteur d'ici. Et les jeunes pasteurs avec lesquels j'étais, ils l'ont suivi jusqu'avant qu'il prenne son avion. Il était membre de la CENI. Et puis, ils ont commencé à discuter avec lui. Et il lui disait que, bon, nous devons savoir ce qui va arriver. Bon, il était traumatisé. Et heureusement, je suis arrivé sur place pour leur dire, bon, nous avons donné notre message à ce monsieur, je ne vais pas citer le nom, pour ne pas, d'un côté, les glorifier, de l'autre aussi, pour ne pas que nous soyons vus comme des agresseurs. Mais... Sachant, ce n'était pas parce qu'il était en face des combattants, mais des pasteurs. Il était en face des combattants. Ça avait été d'autres combattants, on l'aurait agressé. Dans la question de ce que nous avons appelé nous combat. Combat, c'est quoi? C'était une lutte que tous les Congolais devraient avoir. Les combattants n'étaient pas qu'en Europe. Même ici au Congo, il y a eu des combattants. Il y a eu les membres de certains partis politiques qui ont été appelés combattants. Les combattants, c'était à l'époque tout ce qui était en train de militer pour qu'il y ait un changement dans notre pays. Et cette lutte-là n'est pas encore terminée. Nous sommes encore combattants par rapport à cela. Et il y a eu comme un réveil par rapport au Congo. Lorsque nous avons vu surtout les violences de l'Est, à cause de ces violences de l'Est, peut-être nous étions perdus à nous-mêmes, nous ne savions pas à qui nous adresser et nous étions prêts à tout pour le Congo. Voilà la source de cette violence-là. Peut-être que vous avez toujours, oui, une vision que les combattants sont des hommes violents. Parmi les combattants, il y a des hommes très intellectuels, il y a des professeurs, il y a des médecins, il y a des pasteurs, il y a des ingénieurs, il y a aussi les gens de toutes les classes, des couches sociales. Donc les combattants n'étaient pas que les personnes violentes. Il y a eu également des intellectuels comme vous. Vous êtes théologien, vous étudiez encore, vous êtes en même temps assistant et chef de travaux à l'université de Lausanne. Donc il y a eu pas mal de monde dans les combattants. Alors, l'Église avait un rôle prophétique. Est-ce que ce qui s'est passé lors de la passation des charges entre Tshisekedi et Joseph Kabila, c'était une chose déjà vue ou voulue par l'Église? Est-ce que l'Église et la diaspora en même temps étaient satisfaites en voyant un peu cette passation de pouvoir entre les deux personnalités? Moi, je crois que depuis que je suis né, vous savez que moi je suis de la génération des gens qui ont vécu sous Mobutu. Donc sous le président Mobutu, j'ai quitté ce pays. J'ai laissé comme président Mobutu. Peut-être que vous n'étiez pas encore né. Non, je n'étais pas encore né. Ça fait 30 ans que vous êtes né. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que c'était la première fois pour nous, parce que non pas à cause seulement de la personne du président Félix Tshisekedi, mais c'était pour la première fois que nous avons vu cette alternance-là de nos propres yeux. Et c'est un changement important. Et je crois que ça fait partie des choses que nous attendions pour le pays. Le pays nous appartient. Nous pouvons être dans la diaspora, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes allés peut-être puiser l'intelligence, chercher des connaissances, probablement à chercher la vie. Peut-être certains avaient fui ici à cause, n'est-ce pas, de persécutions politiques. Mais lorsque nous sommes à l'étranger, c'est que nous aimons, c'est que notre pays soit quand même calme. Mais nous avions vu, nous observons jusqu'à présent que la majeure partie, n'est-ce pas, des grandes puissances soutenaient un statu quo au Congo. Nous devions donc nous exprimer pour que ces pays comprennent que les Congolais ne pourra plus être acceptés, que les Congos soient conduits de n'importe quelle manière, que les Congos soient, n'est-ce pas, brimés de n'importe quelle manière, que les Congolais soient dans la souffrance. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez vu toutes sortes d'expressions. Nous avons organisé des cultes, nous avons organisé des cultes écuméniques, nous avons organisé des messes, nous avons... Après l'alternance ou avant l'alternance? Non, je dis avant. Avant. Et lorsqu'il y a eu l'alternance, je vais peut-être... parce que ici,
une des choses que j'ai dit souvent aux prêtres en Europe, et surtout particulièrement aux Européens, c'est que lorsqu'ils se sont divisés en tant qu'Église, catholiques, protestants et même voire évangéliques, lorsqu'ils se sont divisés, ils se sont précipités pour nous amener les divisions. Mais lorsqu'ils se sont réunis là-bas, qu'ils se sont réconciliés, ils ne nous ont pas téléphoné. Donc, vous remarquez à quel point en Europe, l'Église n'est pas réellement divisée. N'est pas une Église en conflit comme nous le remarquons ici. Quand je quittais ici, nous étions en conflit avec l'Église catholique, nous étions en conflit sur les sujets doctrinaux, mais sur n'importe quel sujet. Mais je pense qu'en Europe, ce n'est pas la même chose. Alors, à cause de cela, le jour où le président Félix a fait proclamer par d'abord la CENI, ensuite aussi par la Cour constitutionnelle, à 2h du matin, des prêtres catholiques m'ont téléphoné, ils étaient dans la joie. On a tous prié, on était en larmes à cause du changement qui a advenu dans notre pays. Vous avez dit, le Seigneur a exaucé nos prières. Bon, pas seulement le Seigneur a exaucé, mais c'était en tout cas l'attente de tout un grand peuple pour le Congo. Nous ne voulions plus. Il y avait déjà un régime qui avait perduré plus de 10 ans, d'abord 3 ans en avant, 10 ans ensuite, peut-être 2 ans encore, plus de 15 ans, je ne sais pas, 18 ans. Oui. Donc, dans ces régimes-là, nous voulions un changement. Donc, toute la crise sociale, la misère qu'il y avait sur la population, les guerres qu'il y avait à l'Est, nous associons ça à la léthargie du gouvernement. Ce qui a fait que, lorsqu'il y a eu un changement, c'était quand même un ouf de soulagement. Donc, est-ce qu'après ce changement, cette alternance politique, est-ce que votre mission a changé dès lors en Europe, ou vous continuez toujours à prêcher un autre idéal? D'abord, notre mission ne peut pas changer. Qui est le prédicateur, ou bien le pasteur, ou bien le prêtre, tout ce que vous voulez? Son rôle est d'abord de dire la parole de Dieu, en premier lieu. Il s'agit de montrer au peuple quelles sont les voies divines, qu'est-ce que Dieu veut pour le salut de tous les hommes. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la mission prophétique. C'est-à-dire que le rôle d'un homme de Dieu, il est comme un prophète. Le prophète, ce n'est pas simplement, comme nous l'entendons maintenant, le fait d'avoir des dons de prophétie, de révélation. Mais le prophète, c'est celui, dans le temps passé, le mouvement prophétique, quand vous lisez l'Ancien Testament, le mouvement prophétique a commencé pour, dénoncer le mal qu'il y avait dans la société israélienne. 2, pour montrer au peuple, ce n'est pas Dieu qui est en tort, mais c'est vous qui êtes en tort. 3, pour dire au peuple, revenez à Dieu, ainsi Dieu reviendra à vous. Parce qu'il y avait quand même une crise sociale et religieuse importante. Vous vous imaginez, le Dieu d'Israël a été proclamé comme étant le Dieu tout-puissant. À un certain moment, les nations étrangères ont envahi Israël. C'est là que le mouvement prophétique est né, que les prophètes ont commencé à se manifester. Donc notre rôle en tant que prédicateur de la bonne nouvelle pour le salut ne peut pas changer, parce que jusqu'à ce que Jésus revienne, notre rôle aussi en tant que avec la mission prophétique ne peut pas non plus changer, parce que la société, quelles que soient les évolutions, nous serons là au centre de la société pour lui montrer quelle est la voie à suivre. Et avec quelles que soient les autorités, nous aurons le même rôle à jouer. Alors vous savez que nous sommes suivis non seulement par la communauté congolaise ici dans le pays, même par la diaspora aussi. Ça fait plusieurs années que vous n'étiez plus au pays, 30 ans approximativement. Maintenant que vous êtes arrivé, vous avez sillonné les rues, les artères, vous avez certainement constaté un changement, un régressement, peut-être un développement. Est-ce que vous avez un message particulier que vous adresserez à la diaspora qui nous suit? À votre retour, vous leur diriez autre chose? D'abord, premièrement, je vais vous dire mes constats, et puis la diaspora appréciera. Oui. Mon constat d'abord, c'est qu'on a vu que politiquement, nous suivons de plus près ce qui se passe ici au Congo. C'est notre pays. Même nos enfants ont connu le réveil spirituel parce qu'ils aiment le Congo. Les enfants ont commencé à parler en lingala, ça que nous leur apprenions la langue dans nos maisons. Donc c'était le mouvement que vous avez appelé, c'était un grand réveil pour les Congolais dans la diaspora. Mais je voudrais dire que ce que j'ai pu observer, ce n'est pas seulement le seul moment que je suis venu au Congo. Je peux observer et dire, n'est-ce pas, qu'en premier lieu, il y a eu un changement politique. Nous voyons beaucoup de volonté de la part du président Félix Tshisekedi. En deuxième lieu, j'ai aussi quand même des brins de changement par-ci par-là, mais aussi j'aimerais quand même lancer un appel aux autorités de ce pays, parce que le social n'est pas encore au point. Nous savons il y a plusieurs raisons, probablement aussi la guerre en Ukraine, la guerre à l'Est, provoquée par des pays qui ne veulent pas que le Congo soit un pays stable et se développe.
Mais c'est quand même important, lorsqu'ils circulent dans les rues, les choses que je vois, et lorsque j'observe, je me dis quand même qu'il y a un grand travail à faire ici, sur le changement de mentalité, un grand travail à faire sur, n'est-ce pas, l'éducation de la population, un grand travail à faire sur les infrastructures qu'il faut construire. Notre pays, vous savez, nous avons beaucoup de potentiel, mais tout est fait pour que nous soyons parmi les derniers. Mais en tant que prédicateur et serviteur de Dieu, j'aimerais dire que l'enfant ne mourra pas. Nous devons tout faire pour que l'enfant vive. Même s'il faut que quelqu'un essaie de le couper, nous ne laisserons pas notre enfant, le Congo, mourir. Donc je voudrais dire que le Congo va aller de l'avant, mais il y a du travail à faire. Et j'aimerais que les autorités politiques, les autorités économiques et sociales prennent cela à cœur, et qui ne prennent pas seulement leurs intérêts. Alors comment cette diaspora compte aider le chef de l'État, parce que c'est lui l'actuel chef de l'État, Tshisekedi, sur le plan de la gouvernance politique, économique et même sur le plan des investissements? D'abord, je crois qu'un appel a été lancé lorsque le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir. Il est venu lui-même en Europe, même s'il n'est pas encore venu en Suisse, mais il est allé dans beaucoup de pays. Le message nous est parvenu. Il a lancé un appel aux Congolais de revenir pour rebâtir notre pays. Mais on observe, comment dire, des pesanteurs. C'est ce que nous recevons, en tout cas de la plupart des membres du diaspora qui viennent ici, pour l'investissement, des choses que nous ne devrions plus entendre, comme par exemple, si je vais faire une émission à Télé 50, qu'on me dise il faut d'abord passer par telle ou telle autre voie, les choses avec lesquelles nous ne sommes pas habitués. Si je vais aller par exemple à l'hôpital Mamayemu pour aller faire une visite, que je trouve quelqu'un qui me demande l'Embota Likasu, ce sont des choses avec lesquelles nous ne sommes plus habitués. Ça existe encore malheureusement. Malheureusement ça existe encore, mais il y a un grand travail à faire, mais je vois quand même que le président Tshisekedi a beaucoup de volonté, il se bat beaucoup. Nous comprenons la vraie situation du Congo, parfois qui est dans un peu plus profond. J'aimerais moi lancer un appel aussi à tous les politiciens congolais. Ce n'est pas l'État où nous devons seulement viser des intérêts politiques. On entend cela. Vous savez, la Suisse par exemple, il n'y a pas les partis d'opposition en Suisse. La Suisse a une confédération. Le gouvernement suisse est composé par 7 personnalités qui font le gouvernement. Un parmi eux est président, mais il est au fait en réalité le président, ce qu'on appelle le conseil fédéral. Ça veut dire, mais tous ceux qui ont des députés sont représentés là-bas, selon, n'est-ce pas, le quotient des députés qu'ils ont. Mais pourquoi cela? C'est parce que l'intérêt, c'est l'intérêt national. Il y a beaucoup de pays, nous ici, on nous a montré que la démocratie est, n'est-ce pas, la panacée ou bien la solution totale pour l'Afrique. Au contraire, maintenant, moi je vois des puissances extérieures qui utilisent la démocratie comme étant un champ pour la déstabilisation des pays africains. Donc, je vais lancer cet appel-là, que les politiciens congolais, que les acteurs sociaux au Congo, nous devons en ce moment travailler ensemble pour stabiliser notre pays. Nous avons un grand retard. Moi, je voyage beaucoup. Nous avons un grand retard par rapport à beaucoup de pays. Mais nous pouvons quand même nous en sortir. En tout cas, c'est vrai que nous avons un grand retard. Il suffit juste de voyager même dans un pays voisin ici. Mais la diaspora commence à être représentée petit à petit. Il y en a qui travaillent déjà avec le chef de l'État, mais malheureusement, elle est critiquée. Il y a ces critiques, on parle de la jouissance des profiteurs. Il y en a même ici au pays qui viennent et qui emballent l'argent et retournent en Europe sans travail. Nous avons entendu parler de c'est cette diaspora qui était auprès de vous en suivant vos prédications. Les gens que moi personnellement je connais, je ne vais pas citer leur nom, que j'ai connus en Suisse, qui étaient actifs, qui étaient des intellectuels, qui travaillent auprès du chef de l'État, j'ai vu les fruits. Peut-être c'est pas, ils ne pourront pas avoir 100%, mais probablement qu'ils pourraient avoir ne fût-ce que 50%. Je sais aussi qu'il y a des fausses accusations, c'est tout à fait normal. Une société dans laquelle tout le monde a milité, et en dehors et dans le pays. Maintenant que l'on voit que ceux qui sont visibles sont les gens de la diaspora, les gens, ça leur fait du mal. Toutes les accusations ne sont pas vraies. Mais c'est vrai, ces jouisseurs-là, ils existent alors. Qui existent, que moi je n'ai pas vu, mais c'est vous qui êtes sur place qui en avez parlé. Mais ces jouisseurs-là, nous devons tous travailler pour, n'est-ce pas, leur bloquer le chemin. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, notre rôle n'est pas terminé. Notre rôle maintenant, c'est d'accompagner le pouvoir en place pour qu'il y ait un changement total et radical qui pourra profiter à la société congolaise. Donc ces jouisseurs-là, c'est votre rôle à vous, c'est mon rôle à moi, de leur mettre aussi les bâtons dans les roues pour qu'ils comprennent que le Congo ne leur appartient pas tout seul, qu'ils ne sont pas auprès
du gouvernement ou dans le gouvernement ou bien auprès du chef de l'État pour jouir, mais au contraire pour l'aider, n'est-ce pas, à travailler pour le bien-être des Congolais. Alors je vais poser peut-être cette dernière question en tant que pasteur. Quelle est votre approche personnelle, intellectuellement parlant, même pastoralement parlant, lorsque vous regardez la pauvreté actuelle en République démocratique, la misère, les difficultés sociales? Vous dites qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'on sorte, si pas vite, mais que l'on emprunte un chemin qui va nous sortir de cette pauvreté? D'abord, je voudrais vous parler d'un élément important. Oui. C'était une recherche personnelle sur ce que j'ai appelé la théologie de la terre. Nous lisons, en tant qu'intellectuels, en tant que prédicateurs, nous lisons probablement la Bible de la même manière. Mais en tant qu'intellectuels, nous ne la lisons pas de la même manière. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par exemple que quand vous regardez Israël, tous les écrits de l'Ancien Testament sont organisés de sorte à toute l'économie d'Israël était bien sûr autour de Jérusalem, autour de la terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle la terre d'Israël doit être bénie, même ceux qui étaient loin devraient retourner, n'est-ce pas, dans leur pays pour aller au temple, ainsi de suite. Nous avons une terre qui est déjà bénie, qui a tout. Le sous-sol, le sol. Et je vais dire même Mais aussi... d'autres disent que c'est une malédiction même, cette supposée je pense que c'est bénédiction. une mauvaise lecture. De dire... Ça fait beaucoup de morts au pays. Non, c'est pas... Nous devrions... Israël aussi a connu beaucoup de morts dans l'histoire. On parle même de la Shoah, sans applaudir cela. Ça montre, c'est le passage, c'est le parcours de la société. Notre société a tous les potentiels possibles. Je voudrais, moi, dire que la première des choses que nous comprenions, que le Congo, c'est notre pays. Nous devons l'aimer et nous devons travailler. C'est nous qui devons travailler pour que le Congo s'en sorte. Et pour que nos enfants, nos petits-enfants, comme il est chanté, n'est-ce pas, dans notre hymne national, puissent, c'est à nous de bâtir ces beaux pays. C'est pas à quelqu'un d'autre. C'est pas aux États-Unis, c'est pas à la France, c'est pas à la Russie, c'est pas à d'autres pays. C'est les Congolais. Et les Congolais doivent être conscients de la richesse que Dieu nous a donnée. Et ensuite, nous devons, chacun, n'est-ce pas, en ce qui le concerne, faire son travail. Il faut aimer le travail. Le pays ne peut pas s'en sortir seulement avec les investissements des étrangers, parce que ces étrangers-là, quelquefois, n'est-ce pas, il y a des gouvernements étrangers qui nous bloquent la route pour que le pays ne puisse pas s'en sortir. Le schéma est le schéma des Congolais qui prennent conscience, le schéma des Congolais qui veulent travailler, le schéma des Congolais qui veulent, n'est-ce pas, faire développer leur pays. C'est à nous et à personne. Alors, si vous pouvez répondre en moins d'une minute, en tout cas, on sera reprochable si l'on ne parle pas de la situation à l'est du pays. Votre approche toujours dans ce sens, est-ce que vous avez déjà eu à voir prophétiquement ou intellectuellement les voies et moyens pour permettre d'adoucir un peu cette souffrance à l'est, notamment la crise sécuritaire, les agressions à répétition? Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda a un problème avec la diaspora. Nous avons dans la diaspora plusieurs fois attaqué le président Paul Kagame. Et nous ne lâcherons pas. Tant que le pays ne sera pas tranquille, nous n'abandonnerons pas. Nous sommes prêts à tout. Non seulement dans la diaspora, mais même ici aux Congolais. Les Congolais doivent être prêts à tout pour leur pays. Mais je voudrais vous dire, messieurs les journalistes, que ce n'est pas seulement le Rwanda. C'est la question des multinationales. Ce génocide que nous sommes en train de vivre au Congo a déjà eu pour la première fois lorsque, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le pays a été arraché d'entre les mains de Léopold II et être confié entre les mains de Léopold II, de la Belgique. Oui. Mais aujourd'hui, les Congolais sont conscients, sont matures. Et nous ne laisserons personne faire. Nous savons qu'il y a des multinationales qui sont derrière. Nous savons qu'il y a certains pays qui sont en train de manipuler. Vous imaginez par exemple un pays qui est en guerre, qui est agressé, dont il y a des morts chaque jour, des déplacements. Mais vous regardez qu'il y a des pays qui s'organisent pour empêcher que nous puissions acheter les armes et nous défendre. Donc ces pays-là ne seront jamais des pays amis. Ils seront amis pour le pouvoir, mais jamais amis avec le peuple congolais. Donc le peuple congolais va se battre. Et je vous encourage vous-même à être dans cette lutte parce que c'est notre héritage à nous tous. C'est l'héritage que Dieu nous a laissé. Nous devons nous battre pour que Merci beaucoup, Monsieur Mathieu Chiombo, Bishop Mathieu Gagnon. Je sais qu'on n'a pas évoqué tous les sujets qu'on a préparés tout à l'heure. Il reste la question des médias, la question des élections, mais si longtemps que vous serez ici au pays, la porte de Télé 50 est ouverte. Ce sont des questions cruciales. Nous pouvons justement revenir sur ça. Merci beaucoup et bon séjour encore à Kinshasa en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Bon vent aussi à Télé 50. Merci infiniment. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro de l'invité.